Laura Letourneau, Clément Berthollet, bonjour. 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 Vous êtes respectivement advisor au sein de l'unité Internet ouvert de l'ARCEP et en charge de la partie garantie de l'État à la direction du budget. Vous publiez Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent aux éditions Armand Collin. Alors première question, à quoi ressemble l'ubérisation pour l'État? On se pose la question. Oui, c'est vrai qu'avant toute chose, il faudrait qu'on définisse deux mots, à la fois ubérisation et à la fois État. Concernant l'ubérisation, c'est un mot valise qui est employé par chacun un peu la façon dont il l'entend. Il y en a qui entendent économie collaborative, d'autres pensent au contraire au flirt avec la réglementation, que ce soit fiscale ou statutaire. D'autres encore pensent à la concurrence par les amateurs ou à la désintermédiation. La désintermédiation, alors que si on prend un acteur comme Blablacar, il a désintermédié personne, au contraire, il a créé un nouvel intermédiaire. Nous, la définition qu'on a choisi de poser, c'est que l'ubérisation, c'est la disruption rapide du modèle existant par des plateformes numériques de confiance qui sont sans infrastructure physique ni opérateur. Uber et Blablacar n'ont ni voiture ni chauffeur et qui sont centrés sur le client. Et selon cette définition, on pense en effet que l'État est en train de se faire ubériser. Alors justement, qui est le Uber dans le cas de l'État ? Alors justement, si on applique la définition que vient de donner Laura au cas de l'État, on pense que l'ubérisant, ce n'est pas Uber, mais plutôt les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple, puisqu'ils viennent chaque jour un peu plus marcher sur les plates-bandes des services publics. Et on le voit dans les articles de journaux tous les jours. Si on prend quelques exemples, il y a le Safety Check qu'a lancé Facebook le soir des attentats, qui est un numéro vert gouvernemental en 20 fois plus efficace. Dans l'éducation, LinkedIn, qui a été racheté par Microsoft, pourrait orienter les élèves et leurs parents dans les formations qui sont les plus attractives et les meilleures pour la suite de leur carrière. Et même dans les progrès que font chaque jour l'intelligence artificielle, on voit des avancées spectaculaires des GAFA sur le champ habituellement réservé à l'État. Alors, quels sont les dangers à laisser la main aux GAFA sur cette ubérisation de l'État? C'est une perte de souveraineté, tout simplement? Pas uniquement, c'est-à-dire que les GAFA sont des entreprises qui sont là, comme certains le disent, juste pour augmenter la valeur de l'action et augmenter leurs profits. Donc est-ce que c'est des businessmen avant tout? Il y a des initiatives comme Facebook en Afrique qui essayent d'installer le Wi-Fi et qui permet d'avoir une connectivité pour tous qui se révèle n'être pas que philanthropique puisqu'elle installe 40 sites à peu près, dont Facebook et ses filiales. Donc c'est soit des philanthropes, soit des businessmen, soit des outils de la puissance américaine. Donc c'est un peu partagé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça pose peut-être un lien clair et qui doit être répondu entre la technologie et le politique. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer d'une ubérisation subie, celle que vous décrivez depuis le début de l'interview, à une ubérisation voulue? Et là, je reprends une expression que vous employez dans le livre. Effectivement, si on pense qu'il y a une menace qui est réelle et qu'on vient de décrire, on pense que l'ubérisation, dans ces mêmes principes qui ont été définis par Laura un petit peu plus tôt, pourrait être un vecteur de transformation tout à fait opportun et vecteur de beaucoup de changements positifs pour nous. Si on décrit très vite ce que pourrait être un État ubérisé, on pourrait avoir une distribution de services publics qui soit beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, une sorte de guichet unique, un point de contact unique pour le citoyen dans toutes ses démarches avec l'administration. Ça, c'est le côté de distribution de services publics, mais également une production de services publics ubérisés, c'est-à-dire une production qui est totalement atomisée sur la multitude, ce que Collin et Verdi appellent la multitude, et qui ferait plus participer la société à la construction de services publics. Ce qu'on dit dans l'ouvrage, c'est que non seulement il faut que l'État fasse sa mue en s'ubérisant, comme vient de le dire Clément, mais il faut qu'il aille plus loin et qu'il change réellement de squelette en devenant ce qu'on appelle une méta-plateforme, c'est-à-dire une plateforme de plateformes, c'est le modèle de l'Apple Store, plateforme qui regroupe plusieurs plateformes satellites, en l'occurrence des apps. Le gros avantage, c'est que la méta-plateforme gagne à tous les coups, puisque peu importe l'app que le grand public choisit in fine, Apple prend 30% de commission sur toutes les transactions financières qui sont réalisées par ces apps. Et donc, la méta-plateforme n'est pas soumise à la loi des usages et en plus, elle est enrichie par tout le contenu produit en externe par ces apps, quasiment sans effort. Donc l'État doit lui aussi devenir méta-plateforme et non seulement créer des plateformes satellites internes en son sein pour être plus agile, comme l'expliquait Clément, mais aussi attirer dans son silo des plateformes satellites privées tant qu'elles garantissent l'intérêt général pour retrouver son agilité
et non plus commandé par le haut, comme actuellement, mais organisé par le bas. Alors, vous dites dans le livre que l'État n'y arrivera pas tout seul à cette ubérisation voulue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, simples citoyens, pour aider dans ce basculement ? Je pense qu'on peut faire beaucoup, chacun là où on est. C'est-à-dire que des gens peuvent créer des start-up, des entreprises, afin de réinventer le service public, donc en externe. Les fonctionnaires peuvent aussi penser différemment le sens de leur action. Et ainsi, ces deux sources d'innovation pourront un peu piquer le mastodonte et le faire réagir, le faire évoluer. Et puis, chacun peut, de plus en plus, avec des initiatives type Fluicity, participer à la vie en collectivité. Ouais. Oui, c'est ça. L'idée, en fait, c'est que ces changements de culture, donc casser les silos, être plus ouvert, privilégier la confiance sur le contrôle, et c'est difficile pour les fonctionnaires, mais c'est difficile pour n'importe quel grand groupe, pour n'importe quelle entreprise existante. Et donc, au lieu de critiquer comme on le fait actuellement, enfin, souvent tous, il vaut mieux qu'on co-construise avec l'État, soit en créant des petites plateformes satellites, soit tout simplement en ayant conscience du problème, en orientant nos usages. Et l'idée, c'est que si les politiques sont censées être le reflet de la volonté générale, il faut que cette volonté générale de la société civile, elle laisse pas l'ombre d'un doute pour encourager l'État à effectuer cette mutation qui est assez drastique. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation et pour ceux qui veulent aller plus loin. Je renvoie à votre livre « Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent ». Merci encore. Merci beaucoup.